Une petite discussion. Je vais faire mon mieux. D'accord, merci. Ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Adolphe, je suis psychologue clinicien de formation. Je suis un agent des Nations Unies au Mali et puis j'ai travaillé sur la thématique de faisabilité de la prévention des troubles mentaux et du comportement chez les jeunes et adolescents dans la capitale du Rwanda. Et c'est un objet de ma thèse. Au Rwanda, la prévalence du VIH-Sida dans la population générale, c'est de 3%. Et chez les jeunes âgés entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 0,6. Et puis, pour les jeunes âgés entre 20 et 24 ans, c'est la prévalence de 1,5. Et comme vous le savez tous, donc comme dans les pays à ressources limitées, dans les pays développés, vous le savez que la comorbidité entre les problèmes mentaux et le VIH, c'est toujours plus élevé que dans la population générale. Et on a eu beaucoup de données, d'études qui ont été faites pour évaluer justement les problèmes mentaux chez les jeunes adolescents infectés par le VIH. Et au Rwanda, il y a eu pas mal d'études. Je peux peut-être citer certaines d'entre elles, là où on a fait une étude pour évaluer dans le suivi normal de routine chez les patients VIH positifs. On a trouvé dans un centre de santé urbain 41% de dépression qui était suivie dans le suivi normal de prise en charge. Et les enfants et adolescents séropositifs, vous le savez, sont particulièrement donc affectés par cette situation. Et dans une étude que nous avons menée à Kigali, on a trouvé que les enfants et adolescents qui étaient âgés de 7 à 14 ans, à peu près 25% avaient été diagnostiqués positifs pour la dépression. Et puis, il y a une autre étude aussi que nous avons faite sur 475 enfants infectés par le VIH. Donc ils étaient aussi âgés entre 7 et 14 ans. Et 22% de ces enfants-là étaient aussi vraiment diagnostiqués positifs pour la dépression. Donc, vous voyez que c'est une grande proportion par rapport à la problématique de la dépression surtout. Cependant, 49% des enfants qui étaient malgré qu'ils étaient positifs, ils n'avaient pas eu de suivi ni de soutien pour la prise en charge. Alors, ce n'est pas seulement cette étude, parce qu'il y en a d'autres études qui ont été faites, comme au Malawi. Et les enfants et adolescents sont confrontés à des difficultés liées aux situations stressantes, liées à l'annonce du diagnostic, on en a déjà parlé, grandir avec une épidémie chronique, la vulnérabilité liée aux pertes de parents, de membres de famille, la stigmatisation et autres. Voilà, donc la prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH est présentement confrontée aux sérieux défis incluant la non-adhérence au traitement et qui est souvent aussi vraiment conséquence justement de troubles mentaux et du comportement. Je voudrais, tout en sachant cette problématique, que les problèmes mentaux causent un problème majeur, où on est tous d'accord que ça peut être prévenu. Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites qui ont montré des bonnes interventions de prévention des troubles mentaux et du comportement chez les enfants et adolescents en général, mais aussi ceux qui sont vraiment spécifiques pour les jeunes et adolescents infectés par le VIH. Et c'est pour cela que j'ai eu l'idée de faire une étude de faisabilité, comment on peut faire la prévention des troubles mentaux et du comportement chez les jeunes qui sont dans nos programmes de prise en charge depuis beaucoup d'années. Alors, pour y arriver, j'ai posé 4 questions de recherche. Donc, la première question, c'était de savoir si on veut faire cette prévention-là des troubles mentaux et du comportement, quels sont d'abord les besoins en termes de prévention chez jeunes. Et deuxième question, c'était pour savoir quelles sont les informations disponibles ou bien qui sont déficientes dans les documents guides, dans les politiques, dans les documents normatifs des pays et surtout dans le contexte du Rwanda où j'ai travaillé. Et maintenant, la troisième question, c'était de savoir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces qui sont là et qui peuvent faire par rapport à la prévention justement des troubles mentaux et du comportement chez les jeunes et adolescents. Et à la fin, je me suis posé comme question quelle serait l'approche
comme modèle d'approche si on veut faire cette prévention, comment est-ce qu'on peut procéder. Voilà, donc pour y arriver, nous avons fait une étude transversale justement pour évaluer les besoins des enfants et adolescents. Et dans cette étude, j'ai fait une étude transversale. La population, c'était les jeunes et adolescents séropositifs qui étaient âgés de 14 à 25 ans. Et avec un échantillon aléatoire, tous les jeunes qui répondaient aux critères d'inclusion, qui venaient dans la prise en charge pendant la durée de la collecte des données. Nous avons fait aussi des interviews avec les soignants, qui sont les soignants du service santé mentale, les soignants du service de VIH. Et puis, on a fait aussi des interviews avec les chefs de programmes nationaux pour ce qui est le programme de santé mentale, le programme du VIH au niveau national. On a fait la revue de la littérature, l'analyse des données qualitatives et des données quantitatives. Et après, on a fait une analyse de forces, de faiblesses et menaces, opportunités dans les structures sanitaires. Là, on a travaillé. Alors, comme résultat, donc, on a pu inclure 112 jeunes et adolescents qui, principalement, les garçons représentaient 41% et les 58% et les filles étaient 41%. On a vu que donc, la grande majorité des enfants et adolescents qui ont fait partie de l'enquête, c'était entre 18 et 21 ans. Donc, ils représentaient 48%. Et autre chose qui est un peu intéressant, que la majorité, donc 56% de ces jeunes adolescents, donc ils avaient déjà fini leur école secondaire. Et 23% étaient des orphelins doubles. Et à la fin, il y avait aussi 49 qui étaient monoparentales. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Mais maintenant, les besoins, c'est la première thématique, c'était pour le besoin de communication du statut sérologique aux enfants et adolescents qui a été tout le temps dit. Et on peut dire que on a trouvé que beaucoup avaient connu de retard dans l'annonce du diagnostic. 53% avaient été informés de leur statut sérologique entre 11 et 14 ans. Et puis, ces jeunes-là, vraiment, quand on les pose des questions, ils apprécient quand le processus de l'annonce. Ceux qui avaient dit oui à l'annonce, que l'annonce a été bien faite, c'était à peu près 69%, contre 30% de ceux qui ont dit que la procédure n'a pas été bien faite. Quant à ce qui est le besoin en termes de services dont ils ont besoin, donc plus de 70% des jeunes ont déjà fait entre 5 et 15 ans dans les services de prise en charge de suivi de routine. Donc, vous voyez qu'y compris 15,2 qui ont déjà fait 15 ans, même de plus, dans le suivi normal, dans la prise en charge globale. Et la majorité des participants de ces jeunes et adolescents considèrent que la prise en charge médicale et psychosociale contribue énormément à la prévention des troubles mentaux et du comportement. Et à la fin, ils ont fait des recommandations comme services recommandés qui peuvent leur aider à réduire vraiment la charge de troubles, de problèmes mentaux et psychiques. Ils ont proposé la mise en place du système de suivi spécialisé pour eux et puis augmenter la fréquence de l'évaluation des activités des groupes de soutien qui sont sur place et les services d'appui nutritionnel aussi. Le soutien de la part des amis et membres de famille, donc ils ont tous presque unanimement, 92% reconnaissent le rôle du soutien des amis et des membres de famille. Quant à ce qui est justement de la prévention de ces problèmes psychiques du comportement, et 52% affirment que les membres de leur famille ne sont pas malheureusement bien outillés, bien informés pour leur donner le soutien approprié. Et le sujet proposé pour les membres de famille, c'était comment vivre avec un jeune adolescent séropositif, les sujets par rapport avec la nutrition, les sujets en rapport avec la connaissance en counseling, donc les membres de famille, comment est-ce qu'ils peuvent être capables de vraiment d'avoir ces connaissances. Alors, l'évaluation des forces, des faiblesses, les menaces et les opportunités. Dans les trois structures sanitaires, là, on a fait l'étude, on a essayé de parcourir pour voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existait pas.
Donc, on a trouvé que quand même, dans les 3 structures, il y a eu des services de santé mentale à côté, des services de VIH à côté. Et il y a dans certaines structures le développement des plans interservices pour intégrer le VIH et la santé mentale, ce qui est très, très intéressant. Il y avait aussi des équipes multidisciplinaires qui peuvent aider les adolescents et les jeunes. Le traitement de certains troubles comme la dépression, l'anxiété, le suivi régulier de jeunes adolescents dans le service de VIH. Le counseling des cas avec des symptômes, c'était vraiment bien souligné, mais souvent, c'est pour les cas qui ont déjà signalé les symptômes plus ou moins avancés. Et les groupes de soutien qui sont sur place, les visites à domicile, assistance sociale incluant le transport pour venir à la formation sanitaire et la mobilisation des fonds et autres. Et parmi les faiblesses qu'on a pu relever, il y a le manque du personnel spécialisé et bien formé, surtout en ce qui concerne le diagnostic de troubles précoces, des troubles mentaux et du comportement chez les jeunes et adolescents infectés par le VIH. Et manque de matériel de communication adapté pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Les documents guides qui ne sont pas clairs sur la prévention des troubles mentaux et du comportement. Donc, il y a les documents guides qui sont là, mais c'est pas très clair par rapport à cette composante de la prévention. Souvent, il y a manque de bureaux appropriés pour le counseling. Et puis, certaines formations sanitaires manquent du paquet social, le suivi qui n'est pas régulier dans le service de santé mentale. Et autres. Parmi les opportunités, il y a quand même les partenaires financiers qui sont très intéressés par la problématique des adolescents et jeunes et les enfants. Les autorités de formation sanitaire sont beaucoup plus donc très très attirées à supporter les services. Et les supervisions formatives du point de vue des experts qui viennent au niveau central, ce qui est importante, donc qui est une composante très très importante pour l'encadrement et la formation du personnel soignant qui sont sur place. Et parmi les menaces, c'était la diminution de l'aide financière, l'agenda chargé pour le personnel soignant, les connaissances des membres de famille qui sont un peu limitées par rapport aux questions du développement de l'adolescent et des questions de santé mentale aussi. Souvent, un enfant peut développer des comportements un peu bizarres. Les parents ne parviennent pas à savoir qu'il y a quelque chose qui a commencé à changer avec les questions du développement et autres. Les cas nécessitant la consultation ne sont pas signalés sont signalés que trop tard. Et les membres de famille et de la communauté, leur rôle n'est pas encore bien spécifique. Pour ce qui est des documents guides et normatifs, donc le programme, pour ce qui est la santé mentale des jeunes adolescents infectés par le VIH, est considéré comme une composante importante dans le paquet de la prise en charge globale, du moins pour ce qui est du programme du VIH. Il existe différentes interventions qui contribuent bien à la prévention des troubles mentaux et du comportement, entre autres les stratégies d'annonce du diagnostic, les groupes de soutien, le suivi en général. Cependant, la prévention des troubles mentaux et du comportement n'est pas clairement définie dans les documents guides de politique du programme national de santé mentale. Alors que c'est une population qui demande un accès particulier, ce n'est pas vraiment bien souligné. Les chefs de programme aussi ont souligné ça donc, dans l'entrevue qu'on a fait. À la fin, nous sommes parvenus à proposer un modèle de suivi pour la prévention. On veut faire la prévention. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut, qui est inventé comme quelque chose de nouveau. C'est vraiment voir qu'est-ce qui existe déjà. Comment est-ce qu'on fait construire ce qui existe pour en faire déjà quelque chose qui peut être un modèle. Et c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des documents normatifs, les politiques et les guides thérapeutiques. Et le deuxième niveau, c'est la pratique clinique. Comment est-ce qu'on peut envisager la prévention des troubles mentaux et du comportement. Et le dernier niveau, c'est au niveau de la famille et de la communauté, ce qui a vraiment un aspect très important. Et pour ce qui est du premier niveau, la première chose, c'est la définition claire des politiques et surtout en ce qui est de la santé mentale. Vous allez un peu plus vite, on nous demande de libérer la salle. Ah, ok, très bien. Merci, je pense que les minutes sont finies, merci. C'est bon. Donc, Okay. Une minute. Ok, merci. Et puis, la définition des plans stratégiques qui considèrent cet aspect, les guides et les protocoles et les outils de suivi et évaluation qui est très important. Et justement, tout ça pour définir quel serait le paquet minimum de prévention qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est partie de la prévention?
Et puis, au niveau de la pratique clinique, le counseling d'annonce du diagnostic a été vraiment souligné ici. Le diagnostic systématique de tous les enfants, le screening. Comment est-ce qu'on peut faire le screening au début? Et la gestion des cas positifs, le suivi adapté aux jeunes par une équipe multidisciplinaire, la référence des cas avec des symptômes maintenant pour la prise en charge en santé mentale spécialisée. Et au niveau familial, la formation, coaching des parents. Comment est-ce qu'on peut préparer les parents à subvenir à ce besoin qui est réel pour les enfants et adolescents qui grandissent avec le VIH? Le parrainage et le soutien pour les orphelins, parce qu'on a eu un nombre important pour des enfants qui n'ont pas de famille, de parents. Et puis le développement des compétences et le soutien social. Et puis la gestion du cas de stigmatisation qui est très important. Donc c'est un modèle qui est proposé à les 3 niveaux là. Pour y arriver. En concluant, donc, la plupart des jeunes et adolescents infectés par le VIH ont des vulnérabilités psychiques pour développer des troubles mentaux et du comportement. Les ressources disponibles dans 3 formations sanitaires dans nous avons travaillé peuvent servir à intégrer la prévention des troubles mentaux et du comportement chez les jeunes adolescents. Ça veut dire qu'il ne faut pas inventer ou amener quelque chose de nouveau. C'est juste faire la restructuration et leur donner des outils nécessaires. Les politiques et d'autres documents doivent être clairs par rapport à ça, parce que souvent, ce n'est pas clairement défini. Et comme ça, le prestataire, lui aussi, ne saura pas comment faire. Et puis, les programmes nationaux de santé mentale et du VIH devraient considérer la prévention des troubles mentaux et du comportement comme une composante importante si on veut améliorer l'adhérence au traitement antirétroviral et globalement le bien-être de l'adolescent et l'enfant infecté par le VIH-Sida. Je vous remercie pour votre attention. Okay. Merci, Agathe.